Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, le retour hier dans l'après-midi du président de la République, Alassane Ouattara, a assisté à Abuja à la cérémonie d'investiture de son homologue nigérian Ahmed Bola Tinubu. Dans son discours, le 16e président de la République fédérale du Nigeria promet la sécurisation du pays. Un complexe sportif, un foyer polyvalent et un studio d'enregistrement pour Niakaramandougou, ville située dans la région nord de la Côte d'Ivoire. Des infrastructures estimées à 70 millions de francs CFA et inaugurées par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Enfin, au Soudan, la trêve prolongée de 5 jours, c'est ce qu'annoncent l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Le nouveau président élu du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu, promet donc d'unir et de sécuriser le pays. Discours tenu hier lors de son investiture à Abuja, la capitale. À noter que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a assisté à cette cérémonie. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour à Abidjan ce lundi après-midi, après un séjour de 24 heures dans la capitale nigériane, où il a pris part à la cérémonie d'investiture du président élu du Nigeria, son Excellence Bola Ahmed Tinubu. C'est le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, qui l'a accueilli à sa descente d'avion. La cérémonie d'Abuja a été notamment marquée par un défilé militaire. Comme le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. En prenant donc officiellement fonction, le président élu du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, devient ainsi le successeur du président sortant, Muhammadu Buhari, qui lui quitte le pouvoir après avoir assumé 2 mandats consécutivement, comme le veut la constitution nigériane. En Côte d'Ivoire, le projet de loi portant livre de procédure des recettes non fiscales, adopté récemment à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Ce texte, qui a été présenté et expliqué par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone, vise à maîtriser le champ des recettes non fiscales. Les explications détaillées de Moussa Konaté. Les recettes non fiscales constituent les revenus du patrimoine de l'État, les revenus de l'activité industrielle et commerciale de l'État, les emprunts contractés par l'État et les rémunérations des services rendus. Pour une meilleure gestion de ces recettes non fiscales, l'État de Côte d'Ivoire se dote d'un instrument juridique. Le ministre de l'Économie et des Finances est devant les députés pour présenter le projet de loi portant livre de procédure des recettes non fiscales. Ces recettes non fiscales dans le budget de l'État représentent un peu moins de 2%. En 2021, on avait donc comme recette non fiscale 88 milliards. En 2022, c'est 94 milliards. Et en 2023, nous avons dans le budget 108 milliards au niveau des recettes non fiscales. Ce sont des recettes qui doivent venir non seulement financer en partie le budget, mais aussi permettre aux administrations économiques et financières, et au-delà de ces administrations, celles qui sont également dans des responsabilités à caractère technique, de pouvoir avoir des recettes de services encadrées et reposant sur des textes juridiques pour pouvoir compléter en fait les dotations budgétaires qui sont souvent insuffisantes. Ça va leur permettre effectivement de pouvoir motiver davantage les agents qui travaillent dans les différents ministères. Le projet de loi portant livre de procédure des recettes non fiscales est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Direction les Pays-Bas, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Youssouf Mifougo Diarasouba, a présenté le 24 mai dernier ses lettres de créance à Sa Majesté le roi Willem-Alexander. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas de renforcer leurs liens. Les explications détaillées de Abou Sanogo. Une berline d'apparat tirée par 2 chevaux avec à son bord le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume des Pays-Bas. Diarasouba Mifougo Youssouf présente à Sa Majesté le roi Willem-Alexander ces lettres l'accréditant à La Haye, aux Pays-Bas.
Après la remise de ses lettres de créance au souverain, Diarra-Souba Mifigo Youssouf s'est félicité de l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas. Il a exprimé sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des relations de coopération entre son pays et les Pays-Bas. J'ai rencontré un roi qui connaît notre pays, qui aime notre pays. Je voudrais donc remercier le président Alassane Ouattara qui m'a accordé ce privilège d'être ambassadeur aux Pays-Bas. Au niveau politique et diplomatique, il faut dire que nous avons de très très bonnes relations avec les Pays-Bas. Les relations sont cordiales, c'est de bonnes relations. Nous comptons à notre niveau simplement les approfondir. Il y a de bonnes relations, mais nous estimons que compte tenu des potentialités de nos deux pays, dont nous souhaitons développer ces relations, c'est de faire en sorte que les autorités néerlandaises prennent leur part dans le financement du développement de notre pays. Diarra-Souba Mifigo Youssouf invite donc ses compatriotes à fréquenter l'ambassade pour accomplir leurs formalités administratives. Notons qu'il a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Guinée en 2011. Retour en Côte d'Ivoire où dans le cadre de l'opération dénommée Saison des pluies, 0 victime, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a effectué une visite de terrain dans plusieurs communes du district d'Abidjan, notamment à Bobo, Bingerville, Cocody et Yopougon. Objectif, vérifier les travaux de curage des caniveaux et évaluer les chantiers. Les précisions de Serge Pacôme Didi et Abdoulaye Koné. Dans les communes de Bingerville et de Yopougon, plus précisément dans les quartiers de Figugayo et Siporex, des opérations de curage de caniveaux ont été lancées par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Des travaux qui se déroulent en prévision de la saison des pluies. Ce travail a commencé depuis des semaines. La prévision de la Sodexam nous prévoit de grosses pluies en juin et peut-être en juillet. Donc il était important que je m'assure que ces travaux-là avancent bien. Parce que notre objectif, on l'a dit, le slogan de cette année, c'est saison des pluies sans victimes, c'est possible. À Cocody, Anglais Terminus 81 et dans ce sous-quartier appelé Brésil, les opérations sont beaucoup plus musclées. Il s'agit ici de déguerpir les plus récalcitrants. Il y a tout qui est là, on a danger. Avant de nous déloger, il doit nous trouver un pays où on va aller. Je demande là, mais qui vient de viser le terrain là. Nous aider. Opération similaire au quartier Bourreau d'Abobo-Belleville, le gouvernement affiche sa détermination à sauver des vies tout en limitant les catastrophes. On est content de la visite du ministre. Ce n'est pas comme ça, puisque le quartier, à un moment, il y a des gens, même compte tenu de l'inondation, qui sont restés. Je me rappelle, en 2016-2017, là-bas, c'est une petite famille qui est restée. Donc chaque fois qu'il pleut comme ça ici, c'est une catastrophe. À la fin de sa visite de terrain, Bouaké Fofana en appelle au civisme et à la responsabilité des populations. Il faut changer de comportement. Les caniveaux, ce n'est pas des réceptacles d'ordures. Les ordures, on doit les emballer, les conditionner et les mettre là où on doit les mettre. Cette année, comme d'habitude, nous avons travaillé avec les communes, avec les mairies, pour mettre à jour la liste des zones à risque. Les maires nous ont communiqué donc les nouvelles zones à risque. On s'est assuré que les zones à risque qui ont été déguerpies l'an dernier n'ont pas été recolonisées. Cette année, au moins 24 sites à risque ont été répertoriés. Il est bon de rappeler que les phases de répression sont assorties d'amendes, voire de démolition en cas de non-respect des mesures préventives. La Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, fait un plaidoyer pour la prévention des risques professionnels. C'était lors de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La rencontre s'est déroulée à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Pour en parler, Sam Conan. À l'initiative de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, 400 participants issus des syndicats et du patronat se sont retrouvés à San Pedro pendant 3 jours pour se parler à travers des conférences, des panels et des communications sur des thèmes tels que la sécurité et la santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière, quelle synergie d'action entre les acteurs du privé et du public.
Ces journées que nous organisons en collaboration avec l'OIT, avec l'OMS et avec les acteurs du monde du travail et des syndicats, c'est vraiment pour un plaidoyer, pour que la prise de conscience soit nationale, aussi bien les acteurs du secteur public que du secteur privé. La CNPS a développé un ensemble d'outils totalement digitaux qui sont en ligne, accessibles à tout le monde. Une plateforme qu'on appelle Vision Zéro, qui permet à chaque entreprise de se connecter par une simple personne et puis interagir avec les experts de la CNPS. Des recommandations ont été faites au terme de ces 3 jours de rencontre. La prévention des risques professionnels reste une préoccupation pour l'employé et l'employeur. Malgré l'obligation légale qui leur est faite, certaines entreprises n'ont toujours pas de comité de santé et sécurité au travail. Et pourtant, l'importance de la prévention pour nos sociétés est évidente. Le patronat ne ménagera aucun effort pour poursuivre son plaidoyer auprès des acteurs du monde productif pour le respect des droits de l'homme en entreprise, mais bien plus pour que se développe une culture de la prévention. À travers cette sensibilisation, la CNPS engage les entreprises dans une vision. La vision zéro accident du travail, zéro maladie. Une délégation du ministère des Ressources animales et halieutiques en visite de travail dans la région nord du pays. Objectif, sensibiliser les éleveurs et populations au danger de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. En effet, des germes à l'origine de cette maladie grave ont été découverts récemment dans des élevages à Tioto-Niara-Dougou. Les explications détaillées de Lanciné Bakayoko. Cette maladie, appelée fièvre hémorragique de Crimée-Congo, n'a toujours aucun vaccin ni pour l'homme ni pour l'animal. L'analyse de tiques prélevée dans quelques élevages de Tioto-Niara-Dougou, près de Korogo, confirme les germes de cette fièvre hémorragique. La maladie ne se manifeste qu'au niveau des humains, parce que les animaux ne font pas la maladie. Donc un animal a été abattu et ça a été consommé, mais le cas humain a été pris en charge rapidement par les services de la santé. Ce film de sensibilisation d'une dizaine de minutes montre les manifestations de la maladie et fait comprendre la gravité de la situation aux éleveurs. Le virus se transmet à l'homme soit par les piqûres de tiques, soit par contact avec du sang ou des tissus d'animaux infectés pendant ou après l'abattage. Les cas se sont produits en majorité chez des personnes travaillant dans le secteur de l'élevage, comme les exploitants agricoles, les employés des abattoirs ou les vétérinaires. Cet exercice permet de mettre ensemble tous les acteurs afin que chacun connaisse son rôle à jouer si jamais il y a une éventualité de cette crise-là, de cette maladie au niveau d'un élevage. La maladie est caractérisée par des flambées de fièvre hémorragique virale sévère d'une létalité de l'ordre de 40%. Restons dans la région nord du pays. La ville de Niakara-Mandougou a désormais un complexe sportif, un foyer polyvalent et un studio d'enregistrement. Les travaux de construction de ces infrastructures mises à la disposition des jeunes sont estimés à environ 70 millions de francs CFA. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, a procédé récemment à l'inauguration de ces ouvrages. Le point, Soro Corona de RTI Bouaké. Un complexe sportif composé des terrains de maracana, de basketball, d'handball et de volleyball. Un foyer polyvalent et un studio d'enregistrement. Des infrastructures réalisées pour l'épanouissement de la jeunesse de la commune de Niakara-Mandougou, région du Hambol. Coût des investissements, plus de 70 millions de francs CFA. Les réalisations sont inaugurées par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Pour Pierre Kouné, maire de la commune de Niakara, ces infrastructures ont été construites à la demande de la jeunesse. Un complexe sportif qui a été, je crois, un vœu de la jeunesse. Et même le foyer, c'est aussi un vœu de la jeunesse. Le maire, il ne doit pas prendre des décisions lui seul dans son bureau ou avec son conseil pour imposer des réalisations aux populations. Il faudrait que les populations elles-mêmes, ce qu'elles souhaitent, qu'elles viennent l'exprimer à la mairie pour qu'on puisse le réaliser.
Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique se félicite de l'engagement du maire de Niakara à accompagner l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République. Amadou Koulibaly invite donc les jeunes à s'approprier ces infrastructures qui participeront à leur réussite sociale. Je veux saluer toutes ces réalisations qui permettent d'occuper sainement notre jeunesse. Ces infrastructures tombent à point nommé puisqu'elles tombent en pleine année de la jeunesse. Je voudrais encourager Monsieur le maire à poursuivre dans ce sens-là et à continuer à faire des réalisations pour la jeunesse qui représente pour la tranche de moins de 35 ans plus de 75% de notre population. Le foyer polyvalent porte le nom du premier maire de la commune de Niakara, Lassina Kouné. Ce centre de 300 places servira à la rencontre et à la formation des jeunes. Autre actualité nationale, les transporteurs de Songon, de Jacquesville et de Dabou dans la région sud ont bénéficié récemment d'une formation. Les travaux ont porté sur la réforme du permis à points, une initiative de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, l'AMUGA. Les détails, Didier Nguessan. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, est en tournée de sensibilisation sur la mobilité urbaine. Dans la région des Grands Ponts, les transporteurs sont instruits sur les réformes dans leur secteur d'activité, la constitution en entreprise de transport et le permis à points. Dans le transport, il y a le chauffeur dans un premier temps qui gagne sa vie dedans. C'est son métier. Donc avec la nouvelle réforme, je pense bien que ça va y aller. L'État aussi est en train d'investir aussi dans notre milieu. On est très avis, très content de le voir. Ils sont réunis en groupe de travail de la mobilité, un cadre d'échange, de formation et de sensibilisation, mais aussi de contribution au projet de l'AMUGA. Pour les chauffeurs, en plus du permis de conduire, le décret de 2015 dit qu'il faut qu'ils aient le certificat d'aptitude de conducteur routier, le CACR. Et donc nous allons les appuyer pour pouvoir obtenir ce diplôme-là. Il y a également l'attestation de capacité professionnelle pour les gestionnaires d'entreprise pour qu'ils apprennent aussi à gérer. Il faut les mettre ensemble, en collectivité, en groupement, pour qu'ils puissent avoir accès, n'est-ce pas, au financement, surtout pour renouveler leur véhicule. Le grand problème, c'est qu'on a prévu construire des infrastructures comme les gares urbaines, parce que vous voyez que les véhicules stationnent un peu partout dans la rue. Donc l'un des très grands projets que nous menons, c'est de construire les gares urbaines, mais on est confronté aussi au problème de foncier. Outre la professionnalisation et la modernisation du transport, l'AMUGA travaille sur le chantier de la fluidité routière. Les femmes sensibilisées il y a quelques jours aux violences armées dans les zones frontalières. C'était lors d'une rencontre organisée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Les précisions de Patricia Etienne. Les nouveaux défis sécuritaires tels que le terrorisme et l'extrémisme violent dans les zones frontalières de la Côte d'Ivoire apparaissent comme une préoccupation nationale. C'est dans cette perspective que la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a créé un cadre d'information et d'échange pour impliquer les couches socio-professionnelles dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Le contrôle des armes légères de petit calibre suffirait à faire reculer de façon très importante le terrorisme. Pour les femmes leaders d'opinion, cet atelier d'information, de partage d'expérience est une satisfaction. La problématique des ALPC devient de plus en plus grandissante. Il va falloir qu'on accentue encore la sensibilisation, surtout au niveau des populations. Nous, en tant qu'acteurs du digital, nous pensons que c'est l'occasion pour nous aussi d'apporter notre pied à cette sensibilisation-là, parce que la question de lutte contre le terrorisme, de la prolifération contre les armes légères et de petit calibre est une question qui concerne tout le monde. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre entend aviser les populations sur les dangers de ces armes et les inciter à être des relais d'information auprès des forces de sécurité afin de garantir une paix durable en Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité nationale également, la caravane intitulée Tiroir vide. C'est une initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Objectif, amener les populations à améliorer leur cadre de vie en respectant notamment les règles de construction. Pour en parler, Lanciné Bakayoko. Bâtiments, routes, échangeurs, gares ferroviaires. La commune d'Abobo enregistre de nombreuses infrastructures publiques. Ces infrastructures en construction représentent à la fois une opportunité de développement, mais également de grands défis dans la gestion du domaine urbain. Chers parents d'Abobo, il s'agit d'être plus proche de vous, de vos réalités, de comprendre les difficultés rencontrées dans la gestion du développement urbain de la commune d'Abobo et qu'ensemble, nous trouvions des pistes de solutions. Nous allons échanger sur nos procédures relatives au foncier urbain, schéma directeur, plan directeur, régularisation de lotissement. Il y aura aussi l'ACD de façon globale, la digitalisation du foncier urbain. Cette campagne dans le district d'Abidjan a permis à l'administration de présenter aux populations un service de qualité en veillant à leur assurer un cadre de vie décent, assaini, mieux structuré et résilient. Partout où nous sommes passés, nous avons noté l'engouement des populations. Nous avons aussi noté l'engouement de tous nos partenaires, que ce soit les architectes, les urbanistes, les géomètres, les aménageurs fonciers, etc. etc. Abobo est l'une des 15 communes du district d'Abidjan qui, aujourd'hui, par son positionnement dans l'agglomération, son dynamisme démographique et économique, occupe une place de choix dans le développement de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, les festivités marquant le 30e anniversaire du Rotary Club Abidjan-Biétry. Les précisions dans ce reportage de Serge Pacôme Didi et Abdoulaye Koné. La Bissa, fête traditionnelle, une célébration qui réunit le peuple Nzima pour échanger sur l'évolution sociale, culturelle, économique et la cohésion au sein des communautés au cours de l'année. Les valeurs de la Bissa, facteurs du développement harmonieux de la société, c'est le thème qui appelle à la réflexion sur l'impact de la culture sur le développement de nos sociétés. Une activité qui s'inscrit dans les festivités marquant les 30 ans d'existence du Rotary Club Biétry. La culture est un facteur important dans le développement de toute nation, de toute organisation et de toute association. Au niveau du Rotary, nous organisons régulièrement des conférences justement pour apprendre à connaître notre culture, pour renforcer nos capacités, mais mieux, pour tirer beaucoup d'enseignements à partir de nos cultures. Au sein de la Bissa, nous avons des mécanismes traditionnels qui nous permettent de favoriser la cohésion sociale. Et lors de la Bissa, l'un de ces mécanismes, c'est la critique sociale. Cette critique sociale qui est faite en plusieurs parties. 1, la partie de la collecte de l'information et 2, la partie de la restitution de l'information qui est faite par un corps particulier de la société qu'on appelle les chansonniers ou les poètes-chanteurs. La rencontre a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et la reine-mère des Nzima de Côte d'Ivoire. Rappelons que de nombreuses actions sociales sont inscrites au calendrier du trentenaire du Rotary Club Abidjan-Biétry. Au chapitre culture, des réjouissances récemment en pays Abouré. Nous sommes à Mossou, dans la région sud de la Côte d'Ivoire. Les populations ont célébré 2 événements, notamment la sortie du tam-tam parleur et la génération Noé. Plus de détails, Ahmed Traoré et Issa Yeo. Mossou, localité située dans la région du sud-est de la Côte d'Ivoire, et à 15 km d'Abidjan, la capitale économique, a vécu un grand moment culturel. La sortie du tam-tam parleur et de la génération Noé, succédant à Noudjou, la génération précédente. Cette sortie présente à la société les nouveaux majeurs ayant pour mission défendre le village. Parés de ce qu'il y a de mieux dans la tradition abourée, les habitants de ce village prennent d'assaut la forêt sacrée. Défilé lagunaire des 4 classes d'âge de la génération Broussoué.
à savoir les Atibli, les Baoulé, les Djamia Melembe et les Djamia. Nos perspectives, j'allais dire en termes d'espérance pour cette génération-là, de s'inscrire dans la modernité, dans le développement, de pouvoir vraiment trouver sa marque et puis de recréer un peu aussi son originalité quant à son propre développement. Il s'agit beaucoup d'éducation, de savoir-faire, de savoir-être dans notre communauté. La passation des charges entre les générations se fait tous les 15 ans. Mais la fête des générations a lieu chaque année afin de ressourcer et perpétuer la tradition. Les femmes ont fait leur entrée en classe d'âge dans un passé récent. Une femme mariée était rattachée à l'époque à la génération de son époux et une jeune fille à celle de ses frères. Toujours au chapitre culture, la toute première édition du jeu intitulé Quiz on Korea. L'édition 2023 s'est déroulée récemment dans la commune de Cocody. Plus de 70 jeunes ont participé à ce concours. Au menu, des questions sur la culture coréenne. Les détails dans ce reportage de Laure Goretti et Abou Sanogo. Ces jeunes démontrent leur connaissance sur la culture coréenne à travers des questions-réponses dénommées Quiz on Korea, édition 2023. Déjà, j'aime la culture asiatique en général et la culture coréenne en particulier. C'est un excellent moyen pour nous de tester nos compétences et nos connaissances sur la culture coréenne. Et donc, je félicite vraiment l'initiative. Le quiz, je pense bien que c'est une opportunité pour nous de nous imprégner de la culture coréenne et d'avoir des informations sur ce pays. Compte tenu de la puissance de développement de la Corée du Sud, qui est la 10e puissance économique mondiale, nous nous intéressons à ce pays parce que c'est un modèle de développement. Quiz on Korea est à sa première édition et pour l'ambassadeur de la Corée en Côte d'Ivoire, ce jeu a pour but de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Le quiz, on l'a organisé pour promouvoir la culture coréenne en Côte d'Ivoire et je pense que ça va contribuer au renforcement d'échanges culturels entre nos deux pays. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes étrangers visitent la Corée parce qu'ils sont intéressés par la culture coréenne. Il y a 60 ans, la Corée était un pays pas très développé. On a fait beaucoup d'efforts pour passer d'un pays défavorisé à un pays développé. Et nous avons surtout concentré nos efforts sur le renforcement des capacités des gens. Et je crois que ceci est vraiment lié à la culture. C'est dans ce sens que nous essayons d'organiser des événements culturels en Côte d'Ivoire, parce que je sais que ça va permettre aux jeunes Ivoiriens de se renforcer. Le lauréat du prix bénéficiera d'un voyage en Corée où il participera à la grande finale. La Côte d'Ivoire et la Corée entretiennent des relations bilatérales depuis 1960 et c'est le premier pays africain à nouer des relations diplomatiques avec la Corée. Religion, la cérémonie d'installation de la présidente de l'Association des femmes de l'Église catholique de la paroisse Sainte-Dorothée de la commune de Cocody. C'est un reportage de Evelyne Yeboué et Patricia Omouetia. Marie-Ange Emmanuela est la nouvelle présidente de l'Association des femmes de l'Église catholique de la paroisse Sainte-Dorothée à Cocody-Angry. Elle vient d'être installée par le curé de cette paroisse. Ses défis, mobiliser les femmes de la paroisse à s'engager pleinement dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas être femme catholique et ne pas adhérer à la FEC. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la solidarité, il y a l'entente en fait. Donc pour moi, je ne dis jamais je peux, mais je le fais avec la grâce de Dieu par l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Les membres de l'AFEC, quant à elles, se disent prêtes à accompagner la nouvelle responsable dans ses missions. On a besoin de tout un chacun, encore plus les femmes. On a besoin de travailler, on a besoin de présence. Quand l'église est vide, c'est pas bon. Regardez une maison, quand maman n'est pas là, et que c'est pas seulement, c'est comme s'il n'y a personne. Le curé de la paroisse Sainte-Dorothée exhorte les femmes de l'association de l'Église catholique à cultiver l'amour et la paix au sein de leur communauté. Pour réaliser toute mission, il faut l'humilité. Vous savez, sans l'humilité, l'esprit ne peut pas habiter en vous et vous ne pouvez pas travailler. Vous ne saurez pas à qui vous avez affaire et qui vous envoie. C'est pourquoi moi je lui demande
d'être remplie de l'esprit d'humilité pour que tout ce qu'elle accomplira, elle puisse l'accomplir au nom du Seigneur. Nouvellement installée à la tête de l'AFEC, la présidente de cette association va durant 4 ans œuvrer au bon fonctionnement de l'AFEC. Des images à présent, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont annoncé hier dans un communiqué commun la prolongation pour 5 jours d'une trêve au Soudan. Objectif, permettre plus d'efforts humanitaires alors que 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'une aide. Enfin, en Ouganda, le président Yoweri Museveni a ratifié une loi anti-LGBT, texte largement condamné par les défenseurs des droits de l'homme, mais soutenu par de nombreux habitants de ce pays d'Afrique de l'Est. Voilà, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, mercredi, toujours sur RTI.